Voilà, bon, ça tourne. Très bien. Bonjour Claude-Henri Bonnet. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette fabuleuse maison de l'Opéra de Toulon, dont vous êtes le directeur général et le directeur artistique. Oui. Depuis quelques années. Mais c'est vrai que la maison est magnifique et qu'on est sur un très bel endroit de Toulon, qui est la terrasse de l'Opéra. Oui, peu de gens le connaissent. Enfin si, ceux qui viennent ici au moment des entr'actes, évidemment, ils connaissent cette belle terrasse. Voilà, donc on a vu presque sur le port maritime. On y voit, on voit un bout de mer, on voit les superstructures des bateaux, on voit, voilà. C'est pour éviter la nostalgie, la vision sur le port maritime, de vos expériences maritimes. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui ai fait construire l'Opéra, hein, donc voilà. Il devait y avoir d'ailleurs devant une grande rue qui se serait appelée l'avenue de la Mer. Elle a été interrompue, ce travail architectural et urbanistique a été interrompu à chaque fois par la guerre. Une fois la guerre de 70, une fois la guerre de 14 et une fois la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Sinon, à chaque fois, c'était prévu, dont 2 fois avec le même maire, qui est celui qu'on appelait le Barbu, qui était M. Escartefigue. Et voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'avenue de la Mer, c'est dommage, mais par contre, la vieille ville étant splendide, je trouve que l'Opéra y a parfaitement sa place, même s'il n'y a pas une grande avenue devant. Alors vous êtes directeur général et directeur artistique de cette maison depuis 2003, donc ça fait, si je compte bien, 16 ans. Et oui, 16 ans déjà, vous vous rendez compte, voilà, le rôle de directeur de l'établissement public, vous l'avez dit, c'est à la fois un directeur général, c'est-à-dire de coordination générale, et on dirige tous les services, y compris les services administratifs, mais également on a un rôle artistique. C'est la raison pour laquelle mes confrères qui sont directeurs d'un EPCC opéra, d'un opéra géré en EPCC, établissement public de coopération culturelle, ont précisé en disant directeur général et artistique. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Sinon, notre titre, c'est directeur tout court. Et ça suffit largement. Voilà. Comment vous êtes arrivé à Toulon ? Alors, je suis arrivé à Toulon il y a fort longtemps, il y a 51 ans cette année. Je suis arrivé dans la rade, il y a 51 ans, j'avais 20 ans, vous voyez, donc et je me suis dit, eh bien, je suis arrivé de l'Ardèche, et je suis arrivé ici pour faire des études de biologie marine, Master 2, et après DEA, et après doctorat, etc. Voilà, et quand je suis arrivé, c'était au mois de juillet, un 9 juillet, il faisait très mauvais, un vent d'est, c'était épouvantable. Le lieu dans lequel j'étais, l'Institut Michel Pacha, on m'avait demandé d'attendre dans la bibliothèque. Le vent faisait hurler les fenêtres, il faisait wouh. C'était vraiment comme ça. Bien le vent, si je peux. Donc voilà, je fais très bien le vent. Vous savez, je peux me reconvertir pour la symphonie alpestre de Richard Strauss. Hein, voilà. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai dit, eh bien, c'est ma ville. C'est là où je veux vivre, etc. Alors après, évidemment, j'ai fait ma carrière ailleurs pendant très longtemps, mais j'y avais déjà donc ma résidence, d'abord une chambre, puis après un appartement, puis après une maison, voilà. Et puis un jour, il y a 24 ans maintenant, eh bien j'ai réussi à y vivre à 100%. Voilà. Vie privée, vie professionnelle. Oui, mais je voulais être ici et depuis. Oui, absolument, vrai, de cœur. Et tout de suite, ça paraît un peu idiot ou un peu prétentieux, mais je voulais diriger cette maison. Alors, ça tournait d'ailleurs à la blague chez mes amis du monde culturel en me disant, mais y compris même une des conseillères de Jacques Lang qui disait, mais enfin pourquoi, elle avait l'accent allemand, et elle l'a toujours d'ailleurs, et elle disait, mais enfin pourquoi Claude-Henri fait à Toulon, mais enfin qu'est-ce qu'il y a à Toulon? Alors qu'est-ce qu'il y a à Toulon? Eh bien à Toulon, il y a un charme, il y a une vie, d'abord c'est une vraie ville, c'est pas une ville artificielle de bord de mer, c'est pas une ville dont la principale activité est le tourisme, même si le tourisme est très développé à Toulon, contrairement à ce qu'on peut penser.
Mais c'est une vraie ville où il y a des gens qui travaillent, il y a des gens... je ne sais pas comment expliquer, c'est une vraie ville, ce n'est pas du tout artificiel. Et puis il y a beaucoup d'activités culturelles à Toulon, mais depuis toujours. Mais on souffre d'un mal terrible, on ne sait pas communiquer. Alors ça commence à aller mieux depuis 5-6 ans, ou oui, peut-être même un peu plus, où on a de grandes institutions qui tirent vers le haut l'ensemble de la vie culturelle et qui, par échange, par osmose, font que la communication de l'un rapporte à l'autre, etc. Mais il y a toujours eu beaucoup de choses. Il y a une vie associative qui est très riche, une vie musicale qui est très riche, à différents niveaux, bien sûr. Il y a pareil pour la danse. Vous savez, il y a un nombre d'écoles de danse dans la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée qui est très important. Ils viennent le mois de juin, ils viennent faire leur gala de fin d'année à l'Opéra. Et on a toujours la surprise d'avoir un superbe niveau, beaucoup de gens qui suivent cette activité sans arrêt renouvelée. Et on pourrait dire la même chose pour le livre. Toulon est une ville où on lisait beaucoup. Il y avait des librairies très grandes. Bon, aujourd'hui, il reste, heureusement, il y a Charlemagne et il y a aussi la Fnac. Et puis il y en a d'autres, mais heureusement, il y a ces grandes locomotives qui perpétue toujours cette passion du livre à Toulon. En tant que directeur de l'Opéra, comment vous faites venir le public? Est-ce que c'est un public qui est plutôt fidèle ou est-ce que vous essayez aussi de faire venir un nouveau genre de public? Alors, bien sûr, la mission principale d'une institution culturelle de ce niveau-là, qui a un budget important, c'est de renouveler le public. C'est d'abord servir le public qui est déjà acquis, qui vient déjà, qui ne mérite pas qu'on ne travaille pas pour lui, donc il faut travailler pour ce public. Il faut absolument trouver un nouveau public qui renouvelle l'ancien. C'est pas une question d'âge, c'est une question de lassitude. Quelqu'un peut suivre l'activité d'un théâtre ou l'activité d'une galerie pendant des années, puis moins y aller. Donc il faut absolument assurer le turnover. Donc c'est la recherche de nouveaux publics. Et le troisième pilier, c'est impérativement initier les jeunes au plaisir qu'on peut trouver dans ces maisons. Que ce soit du théâtre, que ce soit de la danse, que ce soit de la musique, de l'opéra, le spectacle vivant, il faut qu'on vous en donne le goût. C'est comme quand un bébé, quand on lui fait goûter une goutte de champagne, une goutte de vin, vous savez, on faisait ça au moment des baptêmes, le bébé fait la grimace, évidemment. Mais il en refait. Mais après, il va savoir décoder ce goût qu'on a dans le nez et dans la bouche. Eh bien, c'est pareil pour le spectacle vivant. C'est une jolie image. Hein, oui, absolument, mais il faut apprendre aux gens à franchir la porte. Non, oui, c'est un temple, mais ce n'est pas un temple sacré. Il faut que vous y rentriez, d'abord parce qu'il est à vous tous, il est à nous tous. C'est notre argent, l'argent du public qui paye ses impôts ou qui ne le paye pas, peu importe, mais en tout cas, la société est propriétaire de ces grandes institutions. Alors il y a quand même des actions aujourd'hui énormément recoupées, notamment avec cette réunification des opéras de la région sud aussi. Vous faites... Oui, alors ça c'est encore autre chose, mais je voudrais terminer. Donc le troisième pied, c'est vraiment les enfants. Former les jeunes, ça va depuis les scolaires, enfin depuis la fin de la maternelle, on va dire, jusqu'à l'étudiant qui va rentrer dans la vie. Comment arriver à sensibiliser un enfant de fin de on fait 1001 actions qu'on décrit maintenant dans un document qui est joint avec notre programme annuel. Alors il y a différentes actions, alors elles sont baptisées, il y a derrière le rideau, il y a les clés de l'opéra, et puis après il y a des choses qui sont des travaux qui sont faits avec l'inspection académique, avec une centaine d'écoles par an, parce qu'on peut aller au-delà, sinon, mais on fait des roulements l'année suivante, et les élèves ils viennent assister à une répétition, on rencontre un metteur en scène, un chanteur, un chef d'orchestre, un musicien, et petit à petit ils vont voir le works in process,
le travail d'avancement du spectacle vivant. Et puis, pour une somme modique, pour 5 €, c'est-à-dire qu'à 2, ça ne coûte même pas le prix d'un ticket de cinéma. Et bien, après, ils viennent voir pour 5 € une représentation et ils voient l'aboutissement. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que je pense que... Et ça marche. Voilà, il faut vraiment faire prendre conscience que, effectivement, pour la moitié d'une place de cinéma, on peut venir à l'opéra. Voilà. Alors, ça touche quand même à peu près 30 000 personnes par an pour nous. C'est monumental, c'est un gros travail. C'est-à-dire qu'il y a une équipe maintenant, j'ai mis en place une équipe d'action culturelle, d'action pédagogique, qui travaille beaucoup. Et évidemment, ils ne sont pas seuls à travailler dans la maison, ils travaillent avec tous les services, puisque tous les services sont concernés. Mais cette animation, elle est dynamique, elle n'est pas passive. Voilà. Alors, vous parlez de goût, justement, de gouttes de champagne ou des gouttes de vin qu'on met dans la bouche d'un petit enfant pour le baptiser. Faire découvrir, voilà, baptiser. Vous avez attrapé ce vice à quel moment? Depuis toujours. Depuis toujours. Ma mère était amateur, mais elle chantait pas mal. Maintenant, voilà, parce que la moitié de ma famille est corse. Oui. Donc il y avait des gens qui jouaient de la mandoline. Voilà, il y avait à la maison, il y avait piano, il y avait piano, mandoline, mais j'ai jamais croché à la mandoline, hein. Pas du tout. Mais par contre, tout petit, le petit ramoneur par exemple, c'est comme ça. J'ai retrouvé d'ailleurs, ma mère prenait des cours de chant au conservatoire, donc, et la date où elle travaillait Butterfly, eh bien, j'étais dans son ventre. Donc voilà. C'est pour ça que j'adore Butterfly, probablement. D'ailleurs, j'ai lu plein de choses là-dessus, sur effectivement, quand une femme porte un enfant, le fœtus, bon, on le sait maintenant de manière très scientifique, est très sensible à l'environnement extérieur de la mère, hein, et la musique en particulier. Hélas aussi les pollutions, la fumée et autre chose. Mais la musique en particulier, fait partie de l'environnement positif d'un embryon. Ça démarre. Je crois que l'amour de la musique, c'est pas pour un tel ou pour un tel, je crois que ça démarre comme ça. Et puis, je sais pas, peut-être que c'est dans les gènes. Pourquoi est-ce qu'un enfant, pourquoi est-ce qu'un être humain va d'un seul coup s'intéresser à la musique? Évidemment, la musique, ça fait partie des fondamentaux de l'évolution, avant même l'éducation, de l'évolution d'un être vivant. De l'éveil. C'est évident. Un enfant, même s'il vit dans le silence, il va finir par taper sur quelque chose, il va finir par faire un son, il va finir par apprivoiser ses cris. Vous avez vraiment une certaine sensibilité auprès de l'enfance, hein? C'est la première fois qu'on... Oui, parce que ça c'est mon côté biologiste. Ah, voilà, c'est-à-dire que l'évolution, c'est quelque chose qui m'a passionné, enfin bon, qui continue à me passionner. Il y a plusieurs choses en sciences que je suis, du verbe suivre, mais en particulier l'évolution, et surtout les origines de l'évolution. Et là, vous pouvez après réfléchir à ça à travers une chose en particulier, la parole, mais aussi le sens du rythme. Quand est-ce que ça apparaît, comment ça apparaît, c'est passionnant de lire des choses là-dessus et de réfléchir soi-même. La musique a une origine ethnologique, si j'ose dire. Si on parlait d'architecture, on dirait, vous savez, il y a une phrase, on dit l'architecture est fille du sol. Eh bien, la musique est fille du sol, c'est-à-dire qu'elle est fille de ces êtres vivants qui, à un moment, ont été capables, à un moment de leur évolution, ont été capables de la capter, d'en faire leur rythme de vie, c'est le cas de le dire. Voilà, on ne va pas plus loin parce que je ne suis pas... Oui, parce que là, on y resterait la journée. Hein, voilà, oui. Ça s'appelle l'ethnomusique et je suis incapable d'en parler de manière scientifique. Alors, on va revenir à la programmation artistique. Oui, je crois que c'est plus raisonnable. Peut-être mieux, ou bien en tout cas. Comment vous réalisez vos programmations? Par quel choix? Par quelle sensibilité? Eh bien, quand je vous ai dit la façon
de traiter le public et comment on réfléchit par rapport au public, c'est-à-dire aussi bien le public traditionnel que le public habitué. Traditionnel, ce n'est pas négatif. Hein. Ça veut dire un public qui est capable de consacrer une grande part de sa vie à cet art et d'accumuler des connaissances autre que simplement par le spectacle vivant. Bon, alors ce public, eh ben, il faut le respecter, il a besoin d'avoir des ouvrages nouveaux, il a besoin d'avoir des grands ouvrages très 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 connus, mais qu'il faut régulièrement entendre, c'est comme ça, sinon il meurt. Après, on va bâtir la programmation sur ces différents types de publics. Et dans la programmation, on va mettre des titres très attractifs, pour deux raisons, pour satisfaire ce public qui est connaisseur et qui vient et qui consacre beaucoup d'énergie et d'argent pour suivre les activités dans l'opéra, mais également parce que ce sont des titres qui ont fait leur preuve et qui sont la première marche de l'escalier pour quelqu'un qui veut monter au premier étage. Alors, c'est vrai que pour monter à l'étage, on peut enjamber 2 par 2, 3 par 3, mais au-delà de 4 par 4, on se casse la figure. Donc, il faut faire attention. Et voilà, il faut y aller, il faut faire découvrir des choses au public, mais avec du doigté. Et c'est pas facile. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est exactement ça. Et puis il y a aussi des programmations qui sont contextuelles, parce qu'il y a un anniversaire, parce qu'il y a un travail régional, parce qu'il peut y avoir un travail de collaboration régionale, parce qu'il peut y avoir une rencontre par rapport à un événement par exemple, on a marché sur la Lune. Je cite Tintin, vous voyez, je suis incorrigible, je suis un tintinophile incorrigible. Le premier pas sur la Lune en 69, c'est un demi-siècle. Ben nous, on va produire le voyage de la Lune d'Offenbach. Et il y aura, je pense, beaucoup de conférences et de choses qui vont être faites autour de... Ça, c'est contextuel. C'est toujours intéressant d'inscrire une programmation dans la vie concrète des gens. Mais, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas être que ça. On ne peut pas faire que des voyages dans la Lune et on ne peut pas faire non plus que des Carmen et des Barbier de Séville. Et des Traviata. Voilà, et des Traviata. Et surtout des Noces de Figaro, parce que le titre, un des titres les plus attractifs aujourd'hui, ici dans la région, je ne parle pas mondialement, ce sont les Noces de Figaro, Don Juan et la flûte enchantée. Alors, et cosy, un tout petit peu moins cosy. Pour moi, les Noces de Figaro, on serait capable, bon, on est obligé d'arrêter parce que on peut faire 3 représentations, 4 représentations maximum, parce qu'après on perd beaucoup d'argent, c'est comme ça, c'est la loi Baumol. Mais les Noces de Figaro, on pourrait continuer beaucoup plus longtemps, je pense, même que le Barbier de Séville ou même que Carmen. Et il y aurait encore du public qui ouais. Ici, c'est impressionnant l'attractivité des Noces de Figaro, qui est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, bien d'accord. Hein. Il n'y a pas une seconde où les gens s'ennuient. Alors la saison 19-20 qui a été annoncée... Alors la saison 1920, on commence par un grand classique. Alors on va peut-être pas tout détailler. Voilà. On invitera les lecteurs à aller sur le site. En gros, on a les grands classiques, comme Andréa Chénier, La Dame de Pique, par exemple. Et puis il y a quand même pas mal de curiosités, justement, de choses plutôt rares. Absolument. Il y a les Pêcheurs de perles, parce que les Pêcheurs de perles, c'est charmant, et c'est quelque chose que tout le monde veut voir. Mais il y a une comédie musicale très importante. Tous les 2 ans, on fait une grosse production, où on fait une création en France d'une comédie musicale qui n'a donc jamais été vue en France. Cette année, ça s'appelle Pacific Sud, South Pacific, ça sera en anglais. C'est de Rodgers et Hamilton, c'est un chef-d'œuvre. Ça fait déjà 15 ans, non, allez, j'exagère, 12 ans qu'on veut le faire, mais c'est assez compliqué à faire. Donc, on attendait le bon moment pour pouvoir se lancer dans l'aventure. C'est fait, voilà. Il faut être patient quand on est directeur d'un opéra? Et oui, parce que pour voir le résultat de son travail, il faut souvent 2 ans et demi. C'est-à-dire que le travail il commence par la réflexion, on pèse le pour, le contre,
Et puis on a cette satisfaction ou ce questionnement plus exactement, de la satisfaction qu'on a quand on écoute un ouvrage. Et on se dit, est-ce que ça sera partagé? Parce que notre métier, c'est partager ce qu'on aime. Je sais que c'est à la mode de dire partager, mais là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire parce que il y a des choses que j'aime, que je sais que je ne pourrais pas partager, ou partager qu'avec trop peu de monde, et que ça va dépasser le côté service public d'un opéra. Ouais. Je ne suis pas là pour me faire plaisir à moi tout seul et quelques dizaines de personnes. C'est très important d'avoir un partage le plus large possible. Donc la programmation, elle va s'organiser là-dessus, sur quelques gros titres, quelques redécouvertes, soit parce qu'il y a longtemps qu'elles n'ont pas été faites, soit parce que ça n'a jamais été fait à Toulon. Et puis après, ces créations propres, comme ces grandes comédies musicales qui sont de véritables opéras, qui demandent d'ailleurs des chanteurs d'opéra aussi. Et pas que, c'est ça la complexité du projet. Et oui. Alors on va rester sur le partage, si vous voulez. Avec un grand plaisir. C'est vraiment une ouverture, justement, de partager. Oui, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Le service public, c'est le partage. Merci beaucoup, Claude-Henri Poney, pour cette rencontre. Merci à vous de m'avoir posé des questions. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.